Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Je suis Marion, journaliste pour Vitisphère et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire réalisé en partenariat avec l'IFV. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la sécheresse. Nous verrons tout à l'heure que la situation commence à être préoccupante, voire très préoccupante, notamment dans les vignobles du Sud-Est et dans les Côtes-du-Rhône. On fera d'ailleurs un point sur cette région. Et je profite de ce rendez-vous pour exprimer notre solidarité avec tous les vignerons touchés par la grêle ces derniers jours. Voilà, en attendant tout le monde, ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de prendre un petit moment pour les présentations. Alors, vous pouvez nous dire dans le chat de quelle région vous venez. Et comme c'est le sujet du jour, vous pouvez aussi nous indiquer si vous voyez vos vignes souffrir du manque d'eau ou pas encore. Pour rappel, sur GoToWebinar, pour échanger avec nous, il faut que vous cliquiez sur la console à droite de l'écran et sur la flèche orange. Vous tapez votre texte et vous envoyez. Pour information, vous pourrez poser vos questions tout au long de l'heure que nous allons passer avec nos deux experts et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Comme d'habitude, on va essayer de vous libérer vers 18 h. Voilà, j'attends de voir qui est là. Faites-nous un petit coucou dans le chat. Soyez pas timide. Oh, on commence par la Belgique avec Marc Thomas qui est au sud de Bruxelles. Et puis on a Benjamin Bertrand qui est régisseur à Frontignan. À Frontignan, personnellement, je suis sur 7, donc j'imagine qu'il y a du Mistral également sur Frontignan aujourd'hui. Bonjour Michel Badier de la Chambre d'agriculture du 41. Merci d'être avec nous. On a également Charlotte Mandroux d'Interloire, dans le Val-de-Loire. Bonjour Charlotte, merci d'être là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poursuivre le petit tour de table? Oui, il y a Thomas Crestet pour l'Institut Agro-Montpellier, le Van numérique, qui nous dit qu'il n'y a pas encore de contraintes hydriques constatées pour l'instant sur le domaine. Et Benjamin Bertrand précise que pour le moment, les vignes ne souffrent pas trop de la sécheresse non plus. On a également Manon Tonnet, qui est conseillère à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. Bonjour Manon. Et bonjour à Claire Pou du GDA Cru Banyuls dans les PO. Bonjour à Pascal Laville de l'INAO. À Romain Besson des syndicats des Costières de Nîmes. Bonjour, bonjour. Ainsi qu'à Mélodie, chargée de mission formation chez Vers de Terre Production. Bonjour Mélodie, merci d'être là. Et bonjour à Akunia Tania qui nous suit de loin depuis Israël. Et bah, la Belgique, Israël, c'est chouette. Merci d'être là. Il est 17h03, on va pouvoir commencer. J'invite donc nos deux experts du jour, Jean-Christophe Payan de l'IFV Rhône-Méditerranée et Viviane Bécard de l'Institut Rhodanien, à allumer leur caméra. Bonjour Viviane. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Et c'est Jean-Christophe qui va démarrer en nous présentant les indicateurs et les outils qui permettent de suivre la contrainte en eau. Et puis ensuite, Viviane prendra le relais pour nous faire un point terrain sur le vignoble des Côtes-du-Rhône, où l'irrigation est autorisée depuis vendredi dernier. Donc, c'est d'actualité. Et moi, je vous retrouve à la fin pour les questions. Jean-Christophe, c'est à vous de jouer. Bonne présentation, à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, Jean-Christophe Payan, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin sur les thématiques liées à l'irrigation, l'adaptation au changement climatique. Donc, habituellement, c'est vrai qu'on est assez sollicité, mais un peu plus tard en saison, plutôt en saison estivale, pour parler de gestion d'irrigation. Là, quand nous avions réfléchi avec Marion et Viviane à proposer une intervention, il y a quelques temps déjà, on s'était dit que c'était l'occasion, au vu des déficits pluviométriques du printemps, de faire un peu un point d'actualité pour vous présenter un petit peu la façon que l'on a d'aborder la situation, d'être au courant et de se tenir informé de l'évolution de la situation au vignoble, en prenant pour exemple un cas particulier dans les Côtes-du-Rhône méridionales que présentera Viviane tout à l'heure.
Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, ce sont des questions finalement assez nouvelles que l'on a et qui le sont de moins en moins parce que la situation tend à se répéter. Situation assez nouvelle dans le sens où s'interroger sur la contrainte hydrique au vignoble sitôt en saison n'arrivait pas il y a de cela 10-15 ans et il revient de temps en temps ces derniers millésimes et de façon vraiment flagrante cette année. Et ce sont des périodes de l'année où on n'a pas l'habitude d'observer, si ce n'est en utilisant donc des modèles de bilan hydrique que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser. Donc, qu'en est-il? Donc, on fait appel aux connaissances des données météo que l'on a, des bases de données météo qui permettent de qualifier le climat au travers de chaleur, humidité, vent, lumière, hein, qui se traduisent par la notion d'évapotranspiration potentielle. Et on utilise des modèles plus ou moins développés, mais qui essayent de prendre en compte le mieux possible la conduite du vignoble en termes d'orientation des rangs, de dimension du palissage, de présence ou pas de l'herbe pour évaluer la part d'eau transpirée par l'herbe et la part d'eau perdue par l'évaporation du sol. Donc, on est sur des approches qui sont assez théoriques, qui permettent, somme toute, de quantifier la demande climatique. Et de l'autre côté, c'est assez simple, on a les pluies qui représentent la fourniture, la différence des deux faisant un bilan. Donc, jusqu'à présent, on a ces outils-là qui permettent donc de quantifier les situations de cette façon-là, par exemple, sur des fonds colorimétriques que l'on a développés et qui permettent de porter un diagnostic. C'est-à-dire, vous avez compris la logique, quoi. On est plutôt sur une situation idéale que l'on va cibler sur la zone médiane, la zone jaune clair, qui permet une évolution progressive de la contrainte en cours de saison végétative. On n'est pas sur une absence de contrainte tout au long de la saison. Et utiliser les bilans hydriques permet finalement de faire figurer l'évolution de millésimes. Là, c'est le cas d'une parcelle que je connais particulièrement bien dans le sud de l'Ardèche, à la limite avec le Gard, où on représente le millésime 2021, son comportement, et qui permet donc de faire figurer les autres millésimes qui ont été suivis. Donc déjà, première information que l'on a de ce type de graphique, c'est regarder un petit peu en fin de saison. On s'aperçoit que là où les différences sont les plus flagrantes, habituellement, sur ces 5 dernières années, c'est plutôt en période de maturation, en période estivale, que l'on arrive vraiment à différencier les années. Bien sûr, la question sous-jacente, c'est que se passe-t-il cette année? Donc voilà où on en est, bilan actualisé, bilan climatique actualisé aujourd'hui. Et ça rejoint finalement quelques remarques qui ont été faites des participants en ligne. On s'aperçoit que la situation est déficitaire par rapport aux autres années. Cependant, si on regarde la gamme de couleurs à laquelle on s'intéresse aujourd'hui, on est toujours dans cette gamme jaune clair. Et l'essentiel de mon propos sera de faire un petit peu la part des choses entre manque d'eau et signal physiologique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est toujours sur le même niveau de contrainte hydrique que l'on peut dire acceptable, même si on a un épuisement des réserves en eau du sol. Les signes physiologiques ne se font pas encore sentir, ou du moins, Viviane y reviendra tout à l'heure, pas jusqu'à ces quelques derniers jours. Donc, ce sont ces types d'outils que l'on utilise et qui ont pour vertu également de pouvoir faire des projections de la situation en absence de pluie, à court terme par exemple, en absence de pluie, où en serons-nous la semaine prochaine? Et c'est là qu'on commence à voir que l'on est sur un point de rupture parce qu'on change de catégorie de couleur. Donc, quand on en est là, on est sur des approches qui sont complètement théoriques. Et ce que l'on fait de façon générale, on déclenche des mesures au vignoble qui permettent de confirmer ou d'infirmer les hypothèses théoriques. Donc, on va faire des mesures de terrain qui permettent de voir l'ajustement entre la situation réellement constatée et les signes d'alerte qui sont proposés par les modèles climatiques. La mesure de référence, c'est celle-ci que l'on utilise, c'est le potentiel de base. Alors, pour dévoiler son utilité, je vous propose cette diapositive. Ce sont des outils qui sont plutôt réservés au milieu de la recherche scientifique ou des organismes de développement parce qu'ils ne sont pas très pratiques d'utilisation. Néanmoins, ils rendent compte avec une grande précision de la qualité de contrainte hydrique au vignoble. Donc, l'idée, c'est de considérer la vigne comme une éponge que l'on pose au sol et qui se déshydrate dans la journée et qui se réhydrate la nuit en fonction de la disponibilité en eau du milieu. Et cet outil permet de mesurer finalement la force avec laquelle la plante doit extraire l'eau du sol, comme une éponge plus ou moins sèche finalement. Et
l'indicateur que l'on retient, c'est celui qui est mesuré en fin de nuit, qui traduit vraiment l'équilibre entre la disponibilité en eau du milieu et puis la phase de reprise de photosynthèse de la plante dans la journée. Donc, pour revenir sur mon exemple, voilà un petit peu comment on fait pour apporter un petit peu de véracité et de crédit aux simulations qui sont proposées par les bilans hydriques. On va faire des vérifications des situations sur le terrain. Et j'attire votre attention sur le fait que là on parle d'indicateur physiologique, quoi. Donc, c'est pas très parlant sauf si on a vraiment l'habitude. On a plutôt l'habitude de parler de teneur en eau du sol. Les deux indicateurs sont intimement liés, mais sur une relation qui n'est pas linéaire entre eux. Donc, je vais vous proposer la transformation de ce graphique en pourcentage d'eau dans le sol. C'est exactement les mêmes données et qui parle différemment. Et c'est ce type de graphique-là qui nous a un petit peu alerté depuis quelques semaines, voire quelques mois. Quand on regarde, là, on parle, donc vous avez l'échelle sur la gauche, il faut regarder l'échelle sur la gauche, on va de 0 à 100% de réserve disponible en eau dans le sol. Et vous voyez que le dernier point là, que j'ai mesuré ce matin pour être d'actualité avec ce webinaire, on est aujourd'hui, même si on n'a pas de signaux flagrants de contrainte hydrique physiologique constatés sur la vigne, on a quand même déjà épuisé 70% sur cette parcelle-là des réserves en eau. Donc, c'est-à-dire que je prenais l'image en discutant avec Liliane, on s'apprête à traverser le désert avec une simple gourde, quoi. Donc, tout va bien parce qu'on est au début de la traversée du désert. Mais si on n'a pas des ravitaillements réguliers, on s'imagine que les problèmes peuvent arriver devant nous. Donc là, on est sur une situation effectivement qui n'est pas problématique en termes de signaux physiologiques au vignoble, mais qui se caractérise quand même par un épuisement assez conséquent et très précoce au regard des autres millésimes, des réserves en eau des parcelles. Donc vous me direz, c'est bien beau ces outils-là, mais face à l'inquiétude que l'on peut avoir sur le terrain, quels sont les autres moyens de contrôle dont on peut disposer pour faire le point sur ces parcelles? On parlait avec cet exemple-là de teneur en eau des sols, et c'est un des premiers outils qui a été généralisé, utilisé. Ce sont des outils de suivi de la teneur en eau des sols. Alors le plus classique d'entre eux, dont vous avez probablement entendu parler, ce sont les tensiomètres, qui sont ces outils imagés sur la gauche, et il y a d'autres dispositifs, des sondes de capacité notamment, qui permettent de mesurer des teneurs en eau à des profondeurs prédéfinies dans le sol. Alors, ce sont des éléments intéressants qui permettent de vraiment caractériser fidèlement l'évolution de la disponibilité en eau sur les parcelles. J'en veux pour preuve cet exemple-là, et on voit très bien, plus on va vers l'eau, plus le sol s'assèche. Donc finalement, le gros intérêt de ces outils-là, c'est de pouvoir acquérir ses propres références, un petit peu à l'image du bilan hydrique. C'est pour comparer la situation que l'on vit en temps réel aux situations que l'on a déjà vécues dans les années précédentes. Je vais le dire juste après, on a du mal à définir des seuils d'intervention particuliers. Il en demeure pas moins que c'est un outil intéressant pour caractériser des parcelles que l'on jugera de référence représentative ou quelques parcelles pour quantifier l'intensité de la contrainte. Petit point de vigilance cependant, vu qu'on mesure un horizon relativement restreint dans le sol, il se peut qu'il y ait une hétérogénéité structurelle des sols qui conduisent à des comportements un peu différents. C'est ce qui est représenté ici sur ces trois courbes. Elles sont installées à la même profondeur de sol, à 1 mètre de distance. Et vous voyez que finalement, la courbe en bleu est complètement différente des deux autres courbes. Donc, mes recommandations, c'est d'installer trois appareils, 3 tensiomètres par parcelle pour pouvoir interpréter la médiane et éviter des erreurs dues à une mauvaise implantation des tensiomètres dans le sol. Donc, on a essayé de corréler les indicateurs tensiométriques avec des niveaux de contrainte hydrique mesurés à la chambre à pression. Et je vous propose ici un exemple de résultats obtenus sur une cinquantaine de parcelles, sur plusieurs millésimes, sur un vignoble du sud de la France, peu importe. Et l'essentiel à retenir, c'est que autour de la gamme de contraintes qui nous intéresse, premier signe de contrainte hydrique perçue à la vigne entre 0,3 et 0,45 mégapascal, on s'aperçoit que la distribution sur l'échelle de tensiométrique et l'échelle verticale est très importante. C'est pas que les tensiomètres ne marchent pas, c'est que quand on s'adresse à la diversité des parcelles viticoles, structurellement, aucun sol n'est identique à son voisin en termes de topographie, de profondeur de sol,
de profil racinaire, etc. Et en fait, il faudrait être capable de définir avec exactitude la zone représentative du système racinaire, finalement, à l'avance, pour savoir quelle zone il faut prospecter. Et une approche un petit peu aveugle, telle qu'on l'a proposé ici, en suivant simplement la tensiométrie à 80 cm de profondeur, n'est pas représentative de l'ensemble des situations. Ce qui fait qu'on a du mal à conseiller l'installation des tensiomètres pour faire un diagnostic avec des seuils. Cependant, ça reste un outil qui est quand même très intéressant pour suivre la dynamique d'assèchement des sols sur des parcelles que l'on suivra de façon interannuelle. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil disponible? Depuis plusieurs années, on met l'accent un petit peu sur la méthode dite des APEX, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une méthode qui a été proposée par des collègues, Olivier Jacquet, Bégonia Rodriguez et William Trambouze, et qui ont eu l'idée de dire finalement une des premières fonctions physiologiques à être atteinte par la contrainte hydrique, c'est la croissance. Et est-ce qu'on n'a pas la possibilité, par une observation simple des sommets des rameaux en croissance, de qualifier finalement cette dynamique de croissance pour la relier à des niveaux de contrainte hydrique? L'intérêt, c'est que c'est une méthode qui est simple, de principe, très peu coûteuse, si ce n'est le temps à passer à la parcelle. Je dévoile un petit peu la suite, mais avec un peu d'habitude, on passe 5 minutes par parcelle, donc c'est très simple d'accès, hein, et qui est donc assez rapide. Donc, le principe, c'est le suivant. Il consiste à replier les deux dernières feuilles étalées le long du rameau. Et si l'apex, donc la partie sommitale, dépasse les deux dernières feuilles étalées, alors on considère le rameau comme étant en pleine croissance. Quand la croissance ralentit, les interneux se font toujours plus petits et les deux dernières feuilles étalées recouvrent l'apex. À ce compte-là, on qualifie l'apex de ralenti, hein. Et si on va un peu plus tard en saison, soit l'apex est tombé, soit l'apex est sec et il est qualifié en arrêt total. Donc l'idée, c'est d'aller faire des notations au vignoble et de faire parler un petit peu ces différents niveaux de qualification d'apex en termes de contraintes hydriques. Donc c'est quelque chose que l'on a réalisé sur l'IFEV, sur une base de données assez conséquente, et qui nous a permis de proposer des règles de décision, des règles de correspondance entre des indices calculés à partir de ces typologies d'APEX et des gammes de contraintes hydriques. Et l'ennui qui perdurait, c'est qu'on devait y aller un petit peu avec son cahier, faire une notation, revenir au bureau, faire des calculs, etc. Jusqu'à ce que l'on ait pu faire une association très intéressante avec les collègues de Montpellier Supagro et proposer une application gratuite. Elle est disponible depuis cette année sous iPhone également, donc elle s'appelle Apex Vigne, et qui permet finalement une saisie simple, intuitive, qui permet d'archiver aussi ces données, et qui permet surtout à tout un chacun d'avoir un résultat instantané de ces observations en termes de caractérisation de contraintes hydriques. Alors comment marche cette application? Vous avez deux écrans principaux, donc l'écran de gauche sur lequel vous arrivez quand vous avez téléchargé l'application, et puis il y a ce petit bouton là, la feuille avec une loupe, hein, qui permet d'accéder directement à l'écran de droite, qui est l'écran de saisie. Et sur cet écran, vous voyez représenter trois photos dans trois rectangles verts là, qui correspondent finalement à trois boutons qui qualifient les apex. Et donc on clique dessus et ça archive sur la parcelle l'observation réalisée au jour de la mesure. Et ces observations-là sont associées à un compteur qui permet de cumuler les 50 observations nécessaires à qualifier correctement la dynamique de croissance de la parcelle. Donc on a ces trois boutons sur lesquels on appuie directement au champ. Et on accède à une page de résultats que vous avez ici illustrée sur la gauche avec le carré en surbrillance blanc qui propose plusieurs informations. Ce diagramme en camembert rend compte finalement du taux d'APEX observé dans chacune des catégories que vous venez de renseigner. La flèche bleue là, traduit la dynamique de croissance
depuis la dernière observation, soit elle est stable, comme c'est le cas sur cet exemple-là, soit en hausse, soit en régression. Et j'insiste vraiment sur le fait d'aller faire des observations régulières. La recommandation, c'est d'y aller hebdomadairement, d'aller faire des observations hebdomadaires. C'est une observation qui est simple, rapide, gratuite. La contrepartie, c'est qu'elle n'est pas non plus des plus précises, et on compense quelque part l'imprécision par la fréquence des mesures. Et le module que l'on a ajouté, c'est tout en bas de cette fenêtre-là, l'interprétation de la contrainte hydrique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf si vous souhaitez, mais dans les questions. Mais en fonction de la dynamique de croissance qui est ainsi caractérisée, on différencie 4 gammes de contraintes hydriques, soit l'absence de contrainte hydrique, soit la contrainte hydrique modérée, la contrainte hydrique forte et les niveaux de contrainte hydrique sévère. Donc, ces 4 catégories, c'est assez simple et largement suffisant pour surveiller l'évolution de la contrainte au vignoble. Et sur la droite, simplement pour information, vous allez chercher un petit peu plus loin dans le détail, sous d'autres pages de l'application, le détail de vos informations, mais après, c'est pour une utilisation experte. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ces quelques outils qui nous servent de base à l'évaluation de la situation au vignoble. Et pour finir, je voulais essayer de reprendre un petit peu la correspondance que l'on peut avoir entre ces différents indicateurs, en reprenant finalement les différents niveaux de teneur en eau dans le sol, en regardant ce que ça donne en termes d'effet sur les bilans hydriques ou la chambre à pression, les répercussions résultantes sur les niveaux de contraintes définis par l'application Apex Vigne. Et j'ai rajouté une petite information pour la réflexion sur le taux de régulation de la transpiration associé à la vigne. Donc pour aller au plus simple, lorsque le réservoir du sol est plein à 100%, vous l'avez compris, on est sur le haut des tableaux en termes de bilan hydrique, et bien sûr l'application rend compte d'une absence de contrainte hydrique. Voilà. Et on est donc à 100% de transpiration. Il n'y a pas de régulation de la transpiration de la vigne. Cependant, et là c'est le deuxième niveau d'information qui fait écho à ce que je citais tout à l'heure, il faut savoir que la régulation de la transpiration de la vigne n'intervient pas tant que le sol n'est pas à moins de 40% de son taux de saturation. Donc ce qui explique que même si on a épuisé les réserves hydriques précocement jusqu'à présent au vignoble, il n'y a pas eu de signe distinctif pour le moment de répercussion sur la physiologie de la vigne. Entre 100% des réserves disponibles en eau et 40% des réserves disponibles en eau, la vigne transpire de la même façon. C'est une plante qui est quand même assez adaptée à la sécheresse. Et ce seuil-là se traduit également en termes de répercussions, bien sûr, sur l'application par un niveau d'absence de contrainte hydrique. Et même là, pour tout définir, dans l'application Apex Vigne, en lien avec nos fameuses mesures de contrainte hydrique, vous avez ici sur le graphique le seuil que l'on retient dans la littérature comme étant le début des signaux d'apparition de contrainte hydrique au vignoble en termes physiologiques à 0,3 mégapascal. On s'aperçoit que 0,3 mégapascal correspond déjà à un épuisement de 80% des réserves en eau du sol. Et là, on commence à avoir une régulation de la transpiration de la vigne. Donc aujourd'hui, on flirte dans cette zone. Voilà, on est un épuisement qui est quand même assez conséquent dans la plupart des situations méditerranéennes des disponibilités en eau du sol. Mais même s'il est conséquent, il ne s'est pas encore traduit par des signes vraiment problématiques sur la vigne. Mais bon, voilà, il faut, comme on disait tout à l'heure, tout dépend de la régularité des pluies qui pourraient être amenées à survenir. Et si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, la gamme de contraintes hydriques modérées correspond à un épuisement du réservoir du sol jusqu'à 7%. Et la gamme de contraintes hydriques fortes correspond à un épuisement quasi total des réserves hydriques du sol. La gamme de contraintes hydriques sévères, bien sûr, n'est pas une gamme souhaitée. Tout ça pour dire que tous ces signes de contraintes hydriques, on le voit, ils s'interprètent vraiment très différemment, surtout sur la vigne, en fonction de la phénologie. Aujourd'hui, on est dans des signaux d'alerte forts parce que ces niveaux sont précoces. S'ils intervenaient plus tard en saison, ils ne posent aucun souci. On peut aller jusqu'à des niveaux de contraintes hydriques fortes au moment des vendanges. Dès l'instant que cette contrainte vient de façon progressive, ce n'est pas problématique. Aujourd'hui, on est dans des situations qui effectivement sont assez précoces. Et je tiens à souligner dans ces différents indicateurs qui sont à disposition, que l'on manipule régulièrement au niveau des organismes techniques, le rôle vraiment essentiel de la connaissance du terrain par des agents
de conseils des gestionnaires du vignoble pour vraiment interpréter au plus juste ces différents signaux en fonction de la diversité des situations rencontrées. Donc, il faut avoir une connaissance vraiment experte des vignobles pour pouvoir interpréter correctement ces outils-là qui restent quand même dans une catégorie assez théorique. Voilà pour ces quelques informations, et je voulais vraiment insister sur ces relations entre les différents indicateurs. Maintenant, je vais laisser la parole donc à Viviane Bécard, qui va vous présenter un point d'actualité vraiment sur les Côtes du Rhône, en complément donc de ces différents indicateurs illustrés. Je partage mon écran. Bonjour, moi je vais vous parler de la situation dans les Côtes du Rhône, d'abord d'une façon un peu descriptive, ce qu'on voit aujourd'hui. Et après, je vous montrerai la façon dont on aborde le suivi du stress hydrique et son évolution au fil de la saison dans les Côtes-du-Rhône méridionales. Donc, on parle bien du bassin qui est autour d'Orange, Avignon. Voilà. Donc, en préambule, voici des photos qui ont été prises ce lundi où le ciel est toujours bleu. Les abords des parcelles sont déjà jaunes. On observe un certain ralentissement des apex, c'est-à-dire que là, les vignes que vous voyez, des gobelets de grenache d'une trentaine d'années, c'est à Kéran que j'ai pris cette photo, les apex sont déjà un petit peu ralentis, sans que les gobelets aient été, les rameaux n'ont pas encore été écimés. Et sur certaines parcelles qui ont déjà un peu plus soif, on observe déjà les premiers jaunissements des feuilles dans le bas du feuillage, alors même que, comme vous pouvez le voir, les rameaux n'ont pas encore colonisé la totalité de la surface foliaire, la surface de feuillage. J'essaye de mettre mon pointeur. Voilà. Pour parler du cumul des pluies, donc je vous présente ici les valeurs de la station météo d'Orange, parce qu'on a beaucoup de recul, on a une quarantaine d'années de données météo. Voici le cumul de pluie habituellement observé. On a fait démarrer le compteur à fin octobre pour essayer de grappiller quelques millimètres qu'on aurait eu en fin d'automne, début d'hiver, qui auraient potentiellement pu recharger les sols. Malgré un démarrage de notre compteur plutôt en octobre, on voit que le millésime 2022 on est à 200 mm cumulés, alors qu'habituellement, on est entre 300 et 500 à début juin. Donc, on est moitié moins de ce qu'on attendait pour la saison. Alors, ce graphique de déficit hydrique, c'est pas aussi précis qu'un modèle de bilan hydrique comme vous l'a montré Jean-Christophe Payan. C'est tout simplement, on additionne les pluies et on soustrait une évapotranspiration générique, je dirais. Mais ça permet juste de mettre en perspective les pluies en face d'un développement du végétal. Alors, pas forcément la vigne, c'est une évapotranspiration standard. Mais ce genre de calcul nous permet surtout de mettre en perspective les différents millésimes. Donc là, vous voyez 2022, où on en est par rapport aux 4 derniers millésimes, sachant que 2020 et 2019 étaient déjà des millésimes qui étaient vraiment dans le bas de nos standards au niveau déficit hydrique. 2018, par contre, est dans le haut avec des fortes pluies reçues au printemps. Et donc aujourd'hui, au mois de juin, on est à un déficit quasiment égal à ce qu'on connaît au début juillet habituellement. Ce genre de graphique nous permet aussi de comparer à stade égal et de remettre en perspective le déficit hydrique enduré par la vigne à stade égal pour tenir compte des années plutôt précoces ou plutôt tardives. Sachant que, comme le disait Jean-Christophe juste avant, le stress n'a pas le même impact selon s'il a lieu à nouaison, à fermeture de la grappe ou à la récolte.
pour parler de la proportion disponible dans les sols. Donc, sur les simulations sur Orange nous donnent à peu près les mêmes valeurs que celles qui ont été présentées juste avant. Aujourd'hui, autour de début juin, pour une parcelle sur sol médian, on est en train d'entamer les 40 derniers pourcents d'eau disponibles dans le sol. Cette parcelle en sol superficiel ont déjà entamé cette fraction disponible, donc a priori sont déjà en régulation. Et les parcelles en sol profond ont un petit peu de marge. Si on se remet à date égale par rapport à 2021, tout simplement, on est 40% de moins d'eau disponible dans le sol aujourd'hui. Et pour l'instant, aucune pluie prévue pour la semaine à venir. Donc, les petits pointillés qui présentent les projections sont tristement valables. Si on fait une représentation plutôt géographique de la contrainte, on a une légère différence entre les zones des Côtes-du-Rhône méridionales qui sont plus proches des reliefs, donc ici près des Baronnies et ici plutôt près des monts du Gard. Mais dans tous les cas, on est sur des gammes de déficit qui sont quand même importants, donc entre moins 300 et moins 400 mm, c'est-à-dire en faisant la pluie moins l'évapotranspiration, avec des zones rouges quand même au sud du Gard où en plus, comme il y fait plus chaud, la vigne transpire plus et les réserves s'épuisent plus rapidement. Donc cette situation du stress hydrique a amené certains organismes de gestion des appellations à apporter une demande d'irrigation auprès de l'INAO pour autoriser l'irrigation. Et sur la foi de cette précocité de contraintes, depuis la semaine dernière, en Côtes-du-Rhône, en Châteauneuf-du-Pape, l'irrigation est autorisée et il y a quelques appellations des crues qui vont porter leur demande cette semaine pour pouvoir irriguer aussi. Je voulais aussi remettre en perspective, sachant que dans les Côtes-du-Rhône, a priori, il n'y a que 20% des parcelles qui sont irrigables. Donc ça, on l'abordera peut-être en discussion après, mais l'irrigation n'est pas la solution à tous nos problèmes puisqu'elle ne concerne qu'un cinquième de nos parcelles et encore, elle ne compense pas toujours les pertes évapotranspirées par la vigne. Donc moi, je vais vous présenter en pratique, comment on fait pour suivre le stress hydrique dans les Côtes-du-Rhône? Donc, ça se fait via l'édition d'un journal du stress hydrique qui est hebdomadaire. Ce journal du stress hydrique rassemble tous les éléments techniques qui permettent d'appréhender le stress hydrique à l'échelle de la région et ça sert aussi de base justement aux ODG des crues et des appellations plus régionales pour pouvoir argumenter leur demande d'irrigation, de dérogation pour pouvoir avoir le droit d'irriguer auprès de l'INAO. Donc ce journal est édité de façon hebdomadaire et paraît sur le site de l'Institut Rodania. Donc on effectue une tournée de suivi de parcelles tous les lundis avec l'édition de graphiques et la rédaction de petits commentaires de façon le plus rapide possible pour pouvoir avoir un état des lieux dès le début de la semaine. Donc moi, je vais vous présenter le contenu de ce journal de façon très pratique pour la remise en perspective des suivis à l'échelle régionale. Donc, le journal du stress hydrique, il est organisé avec en préambule quelques diapos qui font un suivi des cumuls de pluie et des comparaisons avec les millésimes précédents. En gros, c'est les quelques graphiques que je vous ai montrés tout à l'heure. Ça permet de brosser les différences au sein de la grande zone des Côtes-du-Rhône méridionales avec les cartes et de remettre en perspective en fonction du stade phénologique de la vigne pour pouvoir un peu juger de l'importance de l'impact du stress et de ses dégâts potentiels sur la récolte. Pour cela, on suit un réseau de parcelles sentinelles, il y en a une vingtaine, je vais vous les présenter juste après, sur lesquelles on fait des modélisations, telles que Jean-Christophe les a présentées au début.
On complète ces modélisations avec un suivi des APEX hebdomadaires et des calculs du déficit hydrique qui permettent de comparer les millésimes et de façon facile. Et quand on a l'occasion et des signaux qui deviennent de plus en plus sévères au niveau de la contrainte, on réalise des potentiels hydriques foliaires de base, mais pas sur toutes les parcelles du réseau, parce que c'est pas possible. Les parcelles sentinelles donc, sont localisées sur toute la superficie. Elles sont éparpillées sur la zone des Côtes-du-Rhône méridionales, qui est quand même une zone assez étendue entre Orange, enfin, elle fait 100 km de large et enfin un peu moins, on va dire 80, et pareil en hauteur. Donc, afin d'avoir une bonne représentation de la diversité climatique des Côtes-du-Rhône, on a fait des zonages selon les températures et les précipitations de la vallée du Rhône pour pouvoir répartir des parcelles sentinelles un petit peu dans toutes les zones, puisque les précipitations, elles ne concernent jamais tous les secteurs de la même façon. Et il serait dommage de passer à côté d'un secteur très séchant juste parce qu'on ne suit pas assez de parcelles. Donc, on a une douzaine de parcelles en Côtes-du-Rhône et quelques crus qui ont aussi des parcelles sentinelles puisqu'ils ont besoin d'avoir un suivi particulier pour pouvoir éventuellement demander l'irrigation. On suit toutes nos parcelles en grenache, qui est un cépage qui est donné pour être quand même assez résistant à la sécheresse. C'est notre cépage principal. Il est réparti, enfin, on en a partout dans les Côtes-du-Rhône et ça permet d'avoir quand même un outil de comparaison entre nos différentes parcelles. Donc, dans notre journal du stress hydrique, on édite une diapositive par parcelle, une petite fiche, avec un bilan hydrique, un petit diagramme qui permet de suivre les proportions d'APEX. Donc là, je vous ai mis celui de 2021 où on voit bien finalement qu'en vert foncé, les APEX en croissance, ils ont tendance à diminuer au fil de la saison et ce sont des APEX qui sont en ralentissement qui viennent grossir la proportion des APEX avec des arrêts de croissance constatés plus ou moins selon l'état de sécheresse au vignoble. Donc là, c'était 2021 et sur le site de Gigondas, il n'avait pas fait si sec que ça. On avait eu un beau redémarrage de la végétation début juillet suite à de bonnes pluies. Et voilà le graphique de déficit hydrique qui permet de comparer aux 2 millésimes précédents. Là, je vous montre le point où on en est aujourd'hui. Alors bon, j'ai choisi Gigondas. Sur nos parcelles en sol superficiel, les bilans hydriques sont assez finalement pessimistes. On serait en train d'entrer dans la zone de contrainte assez sévère d'ici la semaine prochaine et les parcelles en sol médian sont en train d'arriver en contrainte modérée. Ça correspond à ce qu'on observe sur les APEX où finalement on était passé la semaine dernière à quasiment la totalité des APEX en croissance bien poussant. Aujourd'hui, on en a presque 40% qui sont ralentis et on s'attend à ce que la dynamique elle continue comme ça d'ici les semaines prochaines si on ne reçoit pas de pluie. Je vais conclure juste sur l'intérêt de suivre plusieurs parcelles en vous montrant les suivis qu'on a fait en 2021. Donc, on a notre quinzaine de parcelles qui sont suivies et on voit que sur certains secteurs, donc justement Gigondas et Kéran l'année dernière, on avait reçu des pluies début juillet qui avaient fait redémarrer certaines parcelles qui du coup n'avaient jamais atteint le niveau de contrainte hydrique forte tel qu'il est donné par l'appli Apex Vigne. En revanche, pour certaines autres parcelles comme Visan ou Tavel dans le Gard, qui avaient reçu très peu de précipitations, on avait atteint ce seuil de contrainte hydrique forte dès début juillet. Donc ça montre bien l'utilité sur des grandes surfaces pour pouvoir faire état d'un stress hydrique régional, d'avoir des parcelles sentinelles, comme je les appelle, sur la totalité de la surface. Voilà, et de temps en temps, on fait
des suivis de potentiel hydrique foliaire de base à la chambre à pression qui permettent de confirmer finalement la validité des modèles de bilan hydrique qui sont simulés sur nos parcelles. Ça, c'est une conclusion sur 2021 qui montre sous un autre angle ce que je viens de montrer, le suivi des plusieurs parcelles. Et là, vous avez les marches de contraintes qui sont franchies petit à petit par la vigne tout au fil de la saison entre juin et août. Et en fait, on voit que la plupart de nos parcelles ont basculé en contraintes hydriques modérées entre fin juin et début juillet. Donc là, c'était en 2021. On avait 2 outsiders qui finalement, grâce aux pluies, ont pu continuer à être bien en croissance tout au mois de juillet. Et la contrainte forte est arrivée vraiment, elle s'est étalée sur un mois sur nos 15 parcelles suivies, entre début juillet pour celles qui avaient le moins de réserve en eau et qui avaient reçu le moins de précipitations, et fin juillet. Et finalement, il n'y en a que 4 ou 5 parcelles sur tout le réseau qui sont entrées en contrainte hydrique sévère à partir de la fin de l'été. Les perspectives pour ce genre de suivi à grande échelle, finalement, ce serait d'améliorer notre appréciation de la contrainte hydrique avec d'autres outils, donc les sondes tensiométriques qu'il faudrait installer sur chaque parcelle, mais aussi on aimerait développer les notations collaboratives de suivi des APEX, notamment avec des partenariats à la fois avec les organismes techniques, les ODG sur le plan local, et aussi la fonction participative de l'appli Apex Vigne qui permettrait aux viticulteurs eux-mêmes de partager leurs données de suivi d'APEX et de faire finalement un ensemble de sous-réseaux qui ferait un réseau très représentatif et qui nous permettrait d'éditer des cartes de contraintes qui seraient basées non pas sur des simulations de bilan hydrique, mais sur des observations réelles. Et donc, ça nécessite une formation des utilisateurs à la méthode des APEX qui est vraiment très facile. Donc, pour ça, on a édité des fiches tuto et on espère un petit peu créer une dynamique d'utilisation de cette méthode d'estimation du stress hydrique. Et voilà, l'objectif est de pouvoir modéliser. J'ai fini. Eh ben, merci beaucoup Viviane et bravo pour vos travaux de veille qui doivent être utiles à de nombreux vignerons et conseillers. Merci également à Jean-Christophe. Vous avez tous les deux parfaitement respecté le timing, donc on va pouvoir passer à la phase de questions. J'en ai déjà regroupé, vous pouvez continuer à en poser. Alors, pendant la présentation de Jean-Christophe, Thomas Cresset a posé 2 questions. Il a premièrement demandé est-ce que ce niveau de contrainte hydrique à ce stade tel qu'elle est présentée sur l'exemple de la parcelle que tu as présentée, Jean-Christophe, est-ce que ça peut déjà être préjudiciable pour le rendement ou la qualité? Qui c'est qui répond? Je remets le son. Non, la réponse est non. C'est là un petit peu que c'est un petit peu vicieux, quoi. Parce que comme on est sur un épuisement important de la réserve hydrique, mais qu'il n'y a pas pour autant de répercussions sur la physiologie, aujourd'hui, grosso modo, jusqu'à aujourd'hui, tout va bien, quoi. La problématique, c'est que, vu ce qu'a cité Viviane également, les prévisions météorologiques qui s'annoncent, on rentre déjà dans l'été où on n'a pas trop de pluie, et en plus, sur les 10 prochains jours, ils annoncent pas du tout de pluie. Donc, on est vraiment sur une phase où on continue à épuiser la réserve en eau, donc on va vite décrocher. Le problème, c'est pas le niveau de contrainte hydrique que l'on a aujourd'hui, qui n'en est pas, c'est que ce niveau d'épuisement a un mois d'avance par rapport à ce qu'il faudrait qu'il ait habituellement, quoi. Donc c'est plus ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui qui va poser des problèmes et on part avec aucune sécurité. Voilà. On est aujourd'hui sur une situation où on n'a aucune sécurité. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème physiologique, je crois, à constater, mais c'est très tendu, on est sur le fil du rasoir, alors que habituellement, on a un peu une marge de manœuvre de sécurité. Ok. Il a demandé aussi si le cépage pouvait avoir une influence, en gros, pour un même sol et une même teneur en eau. Est-ce qu'il y a des cépages ou des porte-greffes qui vont extraire plus d'eau?
Alors, c'est des questions où il faudrait répondre avec des niveaux de précision importants. La contrepartie de ma réponse, c'est de dire qu'en termes de conduite viticole, les variations que l'on peut observer entre cépages ne sont pas suffisantes pour compenser les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. On a physiologiquement déjà identifié des comportements différenciés des cépages, mais lorsqu'ils s'expriment, en général, c'est pour des niveaux de contraintes qui sont déjà très importants, quoi, presque hors du cadre souhaité de conduite de la vigne pour assurer des rendements. Là où la question est un peu plus difficile à répondre, c'est qu'historiquement, en termes de valorisation, de conduite des cépages, il y a certains cépages que l'on a implantés dans des zones qui sont plus superficielles ou restreintes que d'autres. Le grenache, c'est le bon exemple. On l'a souvent mis factuellement dans des zones qui sont peut-être plus problématiques que de la Syrah, par exemple, où en fonction du type de vin souhaité, on met dans des sols à réserve plus importante des cépages qui sont destinés plutôt à faire plus de vin rosé ou de vin blanc, des choses comme ça, où on tolère moins de signes de contrainte hydrique parce que le vin lui-même produit n'a pas la valorisation nécessaire des niveaux de concentration que l'on peut avoir si on est en sol superficiel. Mais donc, pour répondre plus directement, la variabilité des cépages ne permet pas de rendre compte aujourd'hui des contraintes liées à l'évolution du climat. Les recherches vont bon train en ce sens, mais ce qui est disponible aujourd'hui n'est pas suffisant. D'accord, ok. Et quand tu parlais de la méthode ApexGene, Michel Baillet a demandé si ça fonctionnait de la même façon sur tous les cépages. Alors, il y a un gros engouement autour de cette méthode qui nous fait nous poser beaucoup de questions en la matière. Les règles de décision que j'ai présentées, on les a élaborées, quel que soit le cépage, sur un panel de 5 cépages. Donc sur Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre, Carignan. La distinction des cépages ne nous a pas permis d'améliorer la précision. Cependant, ce ne sont que 5 cépages et on travaille un peu plus spécifiquement pour creuser davantage la question. Alors, c'est pas forcément pour différencier les cépages, mais peut-être pour espérer gagner encore plus de précision si on prend la composante cépage dans la définition de règles de décision qui sont un peu plus poussées en saison ou autre. Aujourd'hui, on a volontairement mis de côté la question variétale, mais c'est possible que les choses évoluent en ce sens avec les travaux qu'on continue à conduire. Ok, affaire à suivre. Voilà. Et Marc Thomas a demandé si les dynamiques de croissance des apex étaient toujours linéaires, toute chose étant stable par ailleurs. Non, elles ne sont pas linéaires. Non, non, non. Okay. Non, là, la réponse, non, elles sont pas linéaires. Après, je suis pas rentré dans les détails, mais là, l'utilisation de ces règles de décision s'entend sur une période donnée du cycle végétatif aussi, parce qu'après, la sénescence naturelle va intervenir sur la qualification des apex. Donc, quand on l'a développé comme outil complémentaire de diagnostic de la contrainte hydrique, ça s'entend entre la floraison, grosso modo, et la mi-maturité, quoi. Là où on a un intérêt à surveiller la contrainte. Et là aussi, on a actuellement des travaux en cours pour voir dans quelle mesure on peut utiliser cette méthode à d'autres finalités pour caractériser de la vigueur, pour des vignobles qui ne sont pas forcément sensibles à la contrainte hydrique, jusqu'où on peut pousser les observations, avec quelle fréquence, avec la prise en compte de la composante variétale. Mais en l'occurrence, non, la réponse n'est pas linéaire. D'accord, ok. Et Estelle Pouvreau, qui est conseillère viticole en Suisse, a demandé également pendant ta présentation quels seraient les indicateurs les plus pertinents à suivre pour piloter l'irrigation. Vaste débat, tel qu'on a l'habitude de le faire. Alors, c'est pas sur du pilotage de l'irrigation, mais sans vouloir jouer sur les mots. C'est déclencher des irrigations pour éviter des contraintes hydriques trop fortes. Donc, c'est pas piloter de l'irrigation pour un objectif qualitatif donné particulier, tel qu'on le pilote, entre guillemets, les irrigations en région méditerranéenne aujourd'hui. C'est pour éviter des déficits hydriques problématiques. Dans cette situation-là, on est toujours sur le fil du rasoir avec des situations de contraintes hydriques modérées à fortes. Donc, en l'occurrence, ici, le meilleur indicateur, c'est le potentiel hydrique foliaire de base. C'est celui qui est le plus précis dans cette gamme de contraintes-là. Si on imagine demain, pourquoi pas, une généralisation d'irrigation ou un usage de l'irrigation particulier où on veut faire plutôt du
du vin aromatique, je ne sais pas, par rapport à un autre profil hydrique qui voudrait faire des vins concentrés pour favoriser les polyphénols ou autres, certainement que cet indicateur ne sera pas le plus adapté. Aujourd'hui, tel qu'on l'utilise pour des fins de conseil à l'irrigation, non pas pour augmenter les rendements ou quoi que ce soit, mais pour préserver les rendements face à des contraintes climatiques trop fortes, c'est le potentiel de base qui est le meilleur indicateur. Ok, merci. Ensuite, Edwige a demandé si le déficit observé aujourd'hui pouvait avoir un impact sur le potentiel de récolte de l'année prochaine. Aujourd'hui, on est... J'allais dire déjà sur celui de cette année, on espère que les baies vont pouvoir grossir dans de bonnes conditions, parce que si le fonctionnement physiologique de la plante est ralenti, forcément le grossissement des baies est potentiellement affecté. Les dernières années ont quand même montré que quand la sécheresse et les températures étaient élevées au mois de juin, on avait des plus petites baies à la récolte. Alors même si on a beaucoup de grappes, beaucoup de baies sur les grappes, une baie 30% plus petite, ça fait 30% de rendement en moins. Oui, bien sûr. Pour aller dans le sens de la réponse de Viviane, je dirais que tout dépend de ce qui va se passer à partir de maintenant aussi, quoi. Certes, on est dans des déficits importants, mais s'il pleuvait régulièrement, il n'y aura pas d'impact. Par contre, effectivement, sachant qu'on est déjà sur un déficit, si là, tel que c'est annoncé, en plus, les températures augmentent, le déficit pluviométrique continue, on va rentrer dans des niveaux de contraintes que l'on n'a jamais observés, je pense, quoi. Donc là, oui, c'est probable, on est dans du nouveau, d'observation nouvelle, c'est possible qu'il y ait des répercussions selon la durée de la contrainte qui s'annonce sur la production l'année prochaine. Mais effectivement, en premier lieu, sur celle de cette année. Ok. Et après, on a une remarque qui nous vient du Beaujolais. Le stress hydrique de ce début d'année a eu un impact fort sur le passage des fleurs. On a remarqué beaucoup de coups durs. Est-ce que ça pourrait être lié? Est-ce que vous avez une idée? Chez nous, le grenache, il coule beaucoup et là, cette année, il n'a pas vraiment coulé. Ah, donc particulier. Donc, le problème, c'est l'inverse, c'est qu'on a beaucoup de grappes à nourrir avec un feuillage qui s'arrête progressivement de pousser. Donc, ça va être un problème de rapport feuilles-fruits pour la qualité de la vendange. Dans nos conditions, c'est effectivement davantage ce problème-là. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque la floraison est arrivée un peu précoce, on avait encore de l'eau et de très fortes chaleurs. Et la floraison s'est déroulée en un éclair. Donc, elle s'est plutôt très bien passée. Il n'y a pas eu de problème de coulure. Après, dans d'autres contextes climatiques, peut-être que les choses sont différentes, mais j'aurais du mal quand même à incriminer la sécheresse au sens de niveau de contrainte hydrique dans des problèmes de nouaison cette année. Il y a Rémi Vincent qui réagit à la question précédente. Il demande une réponse, si possible, plus précise sur l'initiation florale pour N+1 en raison de la sécheresse. Vous avez plus d'infos ou... Oui, il y a des travaux de thèse qui ont été réalisés en ce sens et qui ont montré un impact des déficits hydriques de la période que l'on connaît aujourd'hui, jusqu'au grosso modo, on va dire, au stade de fermeture de la grappe. Le potentiel de production maximale de l'année suivante pourrait être affecté. Donc, on a des travaux théoriques, physiologiques, qui ont montré la possibilité d'un impact. On avait travaillé avec les collègues de la Chambre du Vaucluse il y a quelque temps sur une répercussion visible sur une base de données assez conséquente archivée. On n'a jamais réussi à démontrer l'impact direct, dans le sens où si cette répercussion-là a un effet, ce n'est pas la seule et unique répercussion qui a lieu sur le rendement de l'année suivante, et je pense que c'est noyé derrière la fertilisation, l'entretien des sols de l'année suivante. On n'a jamais réussi à le mettre clairement en évidence. On sait que théoriquement, ça a été décrit dans des travaux de thèse. C'est pas évident d'en tirer directement les répercussions dans la variabilité des composantes du rendement au niveau du vignoble. Donc, ces réponses, je suis désolé, je ne peux pas la faire plus précise. J'aurais aimé dire oui, on l'a constaté exactement à tel seuil de niveau de contrainte. On sait que c'est possible, on n'a jamais réussi à le vérifier en termes de répercussions quantifiables. Peut-être que le niveau auquel on s'adresse cette année démentiront cette logique. Et ensuite, pour ceux qui peuvent irriguer, il y a Isabelle Méjean qui demande, en gros, du fait qu'on commence tôt, est-ce qu'il est préférable de partir sur un apport de 1 mm par jour plutôt que 2? Question très technique, très pratique.
Oui, merci Isabelle Méjean pour cette question. La problématique de commencer toute l'irrigation, un petit peu tel qu'on le disait tout à l'heure, et c'est nécessaire, on l'a vu avec les interventions de Viviane, c'est qu'on commence tôt et on commence à solliciter tôt une réserve hydrique sur laquelle on sait qu'on va devoir agir longuement. Donc, en termes de recommandations, sur ces notions-là, je partirais plutôt sur une base de 1 mm par jour parce qu'on n'est pas encore dans des niveaux de contrainte forts, avec une vérification de l'effet induit dans la semaine ou dans les 10 jours à venir, plutôt que de partir sur 2 mm au risque de gaspiller de l'eau. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on accompagne doucement l'établissement de la contrainte quand on a la possibilité de le faire avec l'irrigation, en attendant, en croisant les doigts, que la pluie arrive. Il ne s'agit pas de relancer une dynamique de croissance en faisant des apports massifs, mais d'être vigilant sur la préservation de la ressource, donc plutôt faire des apports légers mais réguliers que des apports plutôt lourds. Ok. Je vais accélérer un peu parce que je vois que l'heure tourne et il y a encore pas mal de questions. Thiborieux qui demande, dans le pire des cas, s'il ne pleut pas jusqu'à fin août, à quoi doit-on s'attendre? Viviane, moi je dirais pas beaucoup de récoltes, mais Oui. La logique elle est là. Voilà, la pérennité des vignes est clairement mise en jeu. Et on a une autre question qui va dans le même sens, enfin un peu dans le même sens, qui est quelle serait la conduite à tenir en termes d'essimage, de gestion de l'herbe sèche en cas d'absence de pluie jusqu'au vendange? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Je ne sais pas s'il est utile d'estimer aujourd'hui. À mon avis, la vigne va s'arrêter toute seule juste au niveau du haut du palissage. Okay. Et l'herbe sèche, la laisser, c'est peut-être protéger l'évaporation transmise du sol. Puisqu'elle est sèche, je ne pense pas que la concurrence sur la vigne. Oui, au niveau de la gestion de l'herbe, effectivement, l'essentiel, c'est surtout de favoriser l'infiltration des pluies quand elles arriveront. Donc, si c'est un couvert enherbé, ça s'infiltrera. Et voilà. Et pour la question précédente, on remarque à ce qu'a évoqué Viviane sur la pérennité des ceps. La problématique va être surtout de voir aussi comment évoluent les températures. Avec des niveaux de restriction en eau que l'on a à ce point, la vigne est d'autant plus sensible aux effets de forte chaleur, à la canicule, etc. J'en me propose en 2003, je crois que de mémoire, c'est la seule année où on ait pu constater la mortalité de bras. Elle était surtout due à la canicule, aux températures fortes. Et quand on les a constatées, ces dégâts sont intervenus sur des situations où on était déjà très faible en niveau en eau. Si on a de l'eau dans le sol, on arrive à pondérer l'effet destructeur des fortes températures. C'est l'effet qui se suramplifie finalement des fortes températures face à un déficit hydrique. Ce n'est pas le déficit hydrique lui-même, parce que là, la vigne va être bloquée en termes de déficit hydrique, donc les raisins ne vont pas grossir, etc. Mais si là-dessus, cette situation qui est déjà tendue se rajoute des très fortes chaleurs, c'est là qu'on peut effectivement avoir des problèmes de désordre physiologique. Bah, du coup, ça répond à la question suivante de Thiborieux qui demandait si ça pouvait amener à la mort de certains ceps. Je vais passer à la question de Mélanie Tarlan qui demande s'il y a des expérimentations réalisées sur différentes architectures de la vigne et qui pense surtout à la taille en lyre ou espalier. Assez peu, malheureusement, je dirais. Ça fait partie des stratégies que l'on aimerait bien mettre en place en termes d'adaptation au changement climatique. La problématique, c'est qu'il faut que ces travaux-là soient anticipés dès la plantation, parce que sinon, on a tendance à comparer des parcelles à conduite différente, mais elles n'ont pas le même âge, le même sol, etc. Donc, on a du mal à faire la part des choses. Mais ça fait partie des objectifs vraiment sur lesquels on souhaiterait travailler en termes de disposition du feuillage sur l'effet améliorateur en termes d'efficience des feuilles exposées à la lumière et en termes protecteurs également des grappes. Aujourd'hui, sur la question, on travaille, c'est une façon détournée de répondre, plus sur des questions d'ombrage de la végétation, mais quelque part, l'idée, c'est d'aller dans ce même sens, des effets physiologiques par une modification de l'exposition du feuillage. Ok. Et est-ce qu'un apport en foliaire d'un biostimulant peut être utile pour réduire la contrainte hydrique, d'après vous? Alors là, il y a pas mal d'essais qui sont en cours à ce niveau-là également.
dans de tels niveaux de contraintes que ceux que l'on évoque ou que l'on met en perspective, on n'a jamais montré l'efficacité de ce type de dispositif. Ça ne compense pas des irrigations, pour parler très clairement, quoi. Sur des situations intermédiaires de contraintes naissantes ou modérées, il est possible que ça puisse avoir un impact. Et tous les vignobles ne sont pas dans des situations extrêmes non plus. Mais si ça a un effet, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, sur les essais qui sont toujours en cours, on travaille activement sur ces questions-là, on n'a pas encore de réponse qui représente une solution face à la problématique que l'on évoque. Dans des situations intermédiaires ou modérées, peut-être, mais pas encore assez efficace pour répondre à ces problématiques-là. Ok. Je vais finir par une dernière question, parce que je vois qu'il est 18 h. On élargit un peu le sujet. On a une question concernant les jeunes vignes, savoir si toutes ces techniques d'observation que vous avez présentées fonctionnent sur les jeunes vignes plantées il y a 2 ou 3 mois, ou est-ce qu'il vaut mieux arroser régulièrement sans en tenir compte? Et puis là, c'est un cas précis, c'est du muscat petit grain, si ça peut vous aider. Viviane, tu compléteras si tu veux, c'est le domaine technique que tu connais bien. Non, en termes d'outils, malheureusement, on n'est pas à l'aise avec l'utilisation de ces outils-là sur des jeunes vignes. Et les stratégies d'irrigation ou d'accès à leurs ressources doivent être également différenciées de plus en plus de deux manières. On l'a un petit peu abordé, savoir si on est sur des questions d'irrigation avant floraison ou après floraison, mais également si on est sur des questions d'irrigation dans le cadre de plantiers ou sur vignes adultes. Et dans le cadre de plantiers, dans cette situation-là, ma recommandation serait, dans la mesure du possible, de reconstituer le stock en eau au niveau du sol, quoi. Il faut éviter, là, pour le coup, ce que je disais tout à l'heure, les 1 à 2 mm jour. Sur le plantier, je ne recommanderais pas cette approche-là. Je recommanderais plutôt des apports un peu plus massifs, 10, 15 à 20 mm toutes les semaines, pour vraiment faire une humectation assez généreuse du sol pour que le système racinaire puisse se développer le plus efficacement possible, plutôt que d'être restreint dans le ou les 2 mm qui seraient apportés. Après, Viviane, si tu souhaites apporter des compléments. Après, juste de façon pratique, c'est sûr que sur un plantier dont on cherche à établir un tronc ou avoir un rameau suffisamment développé pour pouvoir tailler à 2-4 yeux l'année prochaine, il faut éviter que l'apex sèche et favorise des démarrages d'entrecœur où on aura des petites vignes toutes touffues, impossibles à tailler de façon satisfaisante l'hiver suivant. Si on raisonne juste en termes de croissance du rameau, il vaut mieux laisser le rameau principal se développer sur un plantier. Ok. Eh ben, merci à tous les deux. Il restait 3-4 questions, mais il va falloir qu'on se quitte pour respecter le timing. Ceux à qui on n'a pas pu répondre, n'hésitez pas à envoyer un mail à rédaction@vitisfer.com avec vos questions et puis je les transmettrai à Viviane ou Jean-Christophe en fonction du destinataire. Merci à tous, merci Jean-Christophe, merci Viviane. J'espère que ce webinaire a enrichi vos connaissances. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à répondre au petit questionnaire qui va apparaître quand vous quittez le webinaire pour nous aider à nous améliorer. Et puis pour information, vous pourrez visionner le webinaire en replay ou le partager à vos collègues via les 2 sites Vitisfer et l'IFV dans les prochains jours. Pour Vitisfer, je pense que ce sera dès demain. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Encore merci à tous. Une belle fin de journée, un bel été avec un peu d'avance parce qu'on se donne rendez-vous maintenant pour le prochain webinaire en septembre. À bientôt. Merci. Merci. Bonne journée.